Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, dans la salle et en ligne. Bonjour. Nadine disait tout à l'heure, je suis juste spectatrice. En fait, vous êtes surtout présent et présente et pour ça, merci beaucoup. Voilà, donc on a prévu en une à peu près quarantaine, 45 minutes de vous présenter les résultats d'un certain nombre de recherches que nous avons menées parallèlement et conjointement, selon le cas, autour de la question des discriminations à prétexte linguistique que, comme vous savez, j'ai proposé d'appeler glottophobe, donc autour de la glottophobie. Et pour ce faire, nous avons choisi de vous présenter et d'utiliser, je ne sais pas comment dire, une illustration, une création artistique qui a été faite par un étudiant de l'Université de Nouvelle-Calédonie, où nous étions ensemble il y a un peu moins d'un an pour enseigner sur ces questions-là. Et donc, nous avons demandé à cet étudiant l'autorisation d'utiliser son dessin, puisqu'on trouve qu'il représente bien ce dont nous parlons. Je suis là, derrière la langue que tu rejettes. Oui, une étudiante. Hein. Une étudiante. Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était un étudiant. J'avais un mauvais souvenir. Elle les connaît mieux que moi, elle les voit plus souvent. Voilà. Je te laisse présenter le plan. Alors, la feuille de route est constituée de 3 arrêts. On va d'abord parler de glottophobie, donc le concept qui a été théorisé, travaillé par Philippe Blanchet. Ensuite, un deuxième concept, microagression linguistique, qui a été travaillé, théorisé par Fabrice Wachali, qui est avec nous en salle, et moi-même. Et enfin, on ouvrira sur quelques perspectives avec vous. Voilà. Donc, glottophobie, le premier concept qu'on va voir ensemble. Voilà, alors il ne s'agit pas évidemment de vous refaire toute l'histoire de la recherche qui a mené pendant plusieurs décennies à l'établissement du fait qu'on peut considérer comme des discriminations, le fait de traiter défavorablement des personnes en fonction de la langue qu'elles parlent, mais de vous montrer sur quelle base désormais on peut définir la glottophobie, vous en montrer quelques exemples juste après, et puis on verra avec Elatiana les formes, les microformes que ça peut prendre au quotidien et qui sont importante, pertinente, parce que fréquente. Donc, on part de cette affirmation-là. Ici, vous avez une citation du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits humains qui a pensé nécessaire de rappeler dans le guide qu'il a publié en 2017 que les droits linguistiques sont des droits de l'homme à part entière, des droits fondamentaux, et que l'interdiction de la discrimination étant le fait de ne pas respecter les droits fondamentaux des personnes ou des groupes, l'interdiction de la discrimination fait qu'on ne peut pas normalement établir des préférences linguistiques, c'est-à-dire préférer certaines langues ou certaines façons de les utiliser dans l'exercice de toute activité, de tout service, de tout soutien et donc dans l'attribution d'un privilège. Si les droits linguistiques fondamentaux sont ceux-ci, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on refuse à une personne l'usage de ces formes linguistiques dans l'exercice de ses activités, on produit une discrimination. Et donc, j'ai proposé de nommer ces discriminations glottophobie sur le modèle de xénophobie, homophobie, islamophobie, etc., pour désigner le fait de traiter défavorablement des personnes ou des groupes de personnes sur le fondement de leur pratique linguistique, que ça soit une langue ou une façon de parler une langue, et que ça soit à l'oral ou à l'écrit, la totalité des pratiques linguistiques. L'idée en créant ce terme pour mieux préciser le concept, le donner à entendre, c'était de faire comprendre qu'il ne s'agissait pas de discriminer des langues, mais de discriminer des personnes. Parce que l'appellation courante qui existait préalablement et qui existe encore, discrimination linguistique, quand on fait des enquêtes et qu'on demande aux gens c'est quoi pour vous une discrimination linguistique, les gens vous disent c'est quand on discrimine des langues. Or, les langues ne peuvent pas être discriminées, comme je le dis souvent, puisqu'elles ne sont pas des sujets de droit. Elles n'en ressentent aucun effet. Ce sur quoi porte la discrimination, c'est les personnes qui utilisent ces langues. Et donc, une façon de décaler, de déplacer le regard des langues vers les personnes, ça a été aussi de nommer la chose autrement, et notamment de la nommer pour faire entrer dans le champ sociopolitique les discriminations glottophobes, tout comme les autres discriminations, sur la base d'autres fondements que les langues, en utilisant le même paradigme. D'où l'idée
de fabriquer le terme glottophobie sur le modèle de xénophobie, puisqu'au fond, c'est une sorte de xénophobie linguistique. Alors ici, un petit tableau pour vous montrer comment se déploient dans les pratiques sociales ces pratiques glottophobes, ces effets de discrimination glottophobe. Vous voyez qu'il y a deux colonnes. La colonne de gauche envisage les stigmatisations, c'est-à-dire le fait de considérer comme des personnes à part, comme des pratiques remarquables, le fait que des gens utilisent certaines langues, certaines variétés d'une même langue ou certaines formes interlinguales. Il ne faut pas les oublier, hein, les gens qui sont entre plusieurs langues, parce qu'ils sont bi ou plurilingues. Et donc, ça prend la forme principalement, vous le voyez, de moquerie, de mépris, de correction des personnes. Hein, on les corrige, on leur dit comment il faut qu'elles disent. Et ça se pratique souvent sous la forme de ces micro-agressions, donc, dont Elatiana va vous parler après. Et puis, dans la colonne de droite, quand on passe de la stigmatisation à la discrimination, c'est-à-dire quand, après avoir considérer négativement la façon dont une personne parle, utiliser cette considération négative pour ne pas respecter ses droits fondamentaux, l'exclure de l'accès à des ressources, à des services, à des biens, ce qui est la définition générale de toute forme de discrimination. Et on a de très nombreux exemples de gens à qui on refuse une formation, un diplôme, un emploi, un logement, un accès à l'hôpital, d'entrer dans un magasin, etc., etc., sur la simple base de ce que la personne parle. Et donc, vous voyez que ça porte évidemment sur les mêmes types de pratiques linguistiques. Alors, évidemment, c'est schématisé, hein. Le fait d'utiliser une langue qu'on ne veut pas que vous utilisiez, le fait d'utiliser une variété de la langue qu'on ne veut pas que vous utilisiez, ou, encore une fois, et il ne faut pas les oublier, le fait d'utiliser des formes intermédiaires. Alors, quelques témoignages de ce qu'on a observé dans des situations d'enseignement, puisque on a pensé que c'était utile de se focaliser sur l'enseignement et sur l'enseignement des langues. Ici, vous avez une conversation observée par un de mes anciens étudiants, devenu un collègue maintenant, dans une réunion d'enseignants en France, hein, dans un lieu institutionnel de l'éducation nationale, qui ont ce petit échange, hein, à propos de leur façon de penser ce que c'est qu'apprendre le français ou ce que c'est qu'apprendre le suédois ou l'anglais, en l'occurrence, avec cette conclusion lapidaire, stigmatisante, le suédois, c'est rudimentaire. Ici, vous avez un autre exemple qui vient d'un ouvrage de Nathalie Auger et Christina Romain qui ont travaillé sur la violence verbale dans des écoles des quartiers populaires de la ville de Perpignan, donc dans une zone de langue historique catalane et non française, et aussi habitée par une forte population gitane. Et elles transcrivent les entretiens qu'elles ont eus. Dans un entretien, elles parlent avec un enseignant qui leur dit ceci: dans les quartiers, ils, c'est-à-dire les élèves, dans les quartiers, c'est-à-dire les quartiers pauvres, ils ne maîtrisent pas le français. L'enquêtrice, qui est sociolinguiste, lui tend une perche pour essayer de lui faire comprendre que le français tout court, ça n'existe pas. Celui de l'école, vous voulez dire, et l'enseignant persiste: oui, celui de l'école, c'est le français, il n'y en a qu'un que je sache, donc rejet des autres formes de français qui a comme conséquence de conclure que les élèves qui vivent dans ces quartiers populaires ne parlent pas bien français. Ici, et pour changer de langue, un témoignage recueilli à l'université d'Aix-Marseille par Stéphanie Claire, d'un étudiant qui est un enfant d'immigrés espagnols, qui parlait déjà l'espagnol en famille, mais l'espagnol d'Andalousie, et qui a choisi de faire espagnol en langue vivante 2 pour enfin pouvoir capitaliser sur quelque chose qu'il a apporté de la migration de sa famille, et qui se fait rejeter son espagnol par sa prof d'espagnol, puisque l'espagnol qu'il parle n'est pas le bon espagnol attendu par l'enseignante d'espagnol. Ici, à propos de l'enseignement de l'anglais, un extrait de la thèse de Françoise Lelièvre qui a étudié la façon dont on enseigne l'anglais en France et qui montre que on plaque sur la langue anglaise le même type de regard que celui qu'on a sur la langue française, extrêmement normatif, avec l'idée qu'il existerait une seule norme du bon accent anglais, donc de la bonne prononciation de l'anglais, et que le fait que quelqu'un ait un accent, ça veut forcément dire que cette personne parle mal la langue en question, en l'occurrence l'anglais.
Et enfin, si je ne me trompe pas, c'est le dernier exemple. Ici, un extrait d'une étude d'une collègue au Mexique sur le fait que les enseignants mexicains de français se voient privés des emplois parce qu'ils sont considérés comme non natifs et donc discriminés au prétexte de leur rapport à la langue française, alors même que leurs compétences en français et leurs compétences professionnelles à l'enseignement, qui sont quand même importantes, sont attestées. Mais il y a l'idée que du fait qu'on est natif, on a un privilège, et rappelez-vous l'interdiction des privilèges par l'ONU, on a un privilège, on est mieux payé, on a un emploi, par le simple fait que la variété de langues qu'on parle est considérée comme celle d'un locuteur de français langue première. Bien, on va maintenant parler des microagressions linguistiques. Tout d'abord, quelques spécificités sur ce concept que nous avons, je rappelle, théorisé avec Fabrice Wachali. En fait, on s'inscrit dans le sillage de plusieurs concepts qui existent déjà, notamment le terme glottostéréotypie et glottophobie. Simplement, par rapport à ces deux premiers termes, nous, on a essayé de mettre l'accent sur deux points très, très spécifiques. Premièrement, sur le fait qu'on va se positionner du côté de la réception, c'est-à-dire des personnes qui reçoivent des remarques et qui, de ce point de vue, estiment que ces remarques sont blessantes, cassantes, méprisantes. On ne s'est pas placé, donc c'est un choix, on ne s'est pas placé du côté des énonciateurs, énonciatrices, parce qu'on s'est dit, on s'est rendu compte que lorsqu'on prend uniquement le point de vue des personnes qui produisent ces remarques, bien souvent, ces personnes n'ont pas l'intention de blesser. Et cette absence d'intention va invalider le ressenti. Donc, on a fait le choix, vraiment épistémologique et volontaire, je dirais, de se placer du côté de la réception. Autre précision, on a voulu accentuer la dimension presque invisible et banalisée. Et c'est pour ça qu'on vous propose ici une définition qui a été faite par un de nos étudiants à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en 2016. Cet étudiant décrit ces remarques en disant que c'est des remarques qu'on va trouver dans des situations banales de la vie quotidienne, mais qui, malgré cette banalité, des remarques qui vont marquer longtemps, qui vont laisser des traces à très long terme. Et marquer qui? Celui qui reçoit. Donc, c'est l'accumulation de ce type de récits, de témoignages qui nous a fait choisir le positionnement de la réception. On a aussi retenu micro d'un concept qui existe déjà, c'est la microagression raciale. Simplement, on a rajouté linguistique pour préciser que on peut être jugé, on peut être condamné de façon symbolique, non pas uniquement pour une question de race, mais pour une question de langue. Voilà, donc c'est juste un résumé ici de ce que je viens de détailler. Je vais simplement prendre la citation pour illustrer les effets à long terme. Donc là, il s'agit d'un père de famille qui a été sollicité par un de nos étudiants dans le cadre d'un entretien, d'une recherche sur les rapports sociaux aux langues. Et ce père nous dit qu'il a préféré ne pas transmettre ses langues et sa façon de parler les langues pour essayer d'épargner des jugements à ses enfants. Un jugement trop souvent entendu qui l'empêche de transmettre sa langue à la jeune génération. Donc ça, c'est un des effets à long terme. On va avoir un impact sur la diversité linguistique puisque les parents ou les jeunes qui deviennent parents vont faire le choix de ne pas transmettre soit leur variété, soit leur langue parce que estimée, vécue comme étant trop préjudiciable. Les autres effets, c'est l'inhibition parce que les témoignages vont pointer le choix de ne pas parler dans certaines situations. Le mutisme. Les étudiants et étudiantes nous disent si je pense que je vais être jugé ou qu'on va se moquer de moi ou qu'on va me faire une remarque, je préfère me taire. Je préfère soit de changer de langue, soit de me taire ou d'essayer d'effacer mon accent. Évidemment, au milieu, vous avez la honte d'être soi. Donc, quelque chose qui va vraiment affecter la confiance, la dignité humaine, à force de recevoir ces remarques. Là, je vais présenter des exemples, donc simplement pour vous situer la construction de ces exemples. C'est des exemples qu'on a commencé à observer à partir de 2018 avec Fabrice dans le cadre de nos cours.
Et les images que je vais vous montrer ont été produites par des étudiants, étudiantes. Au total, on se base sur un corpus de témoignages d'une soixantaine d'étudiants et d'étudiantes. Donc, il s'agit d'un travail qui est transversal à plusieurs filières. C'est simplement pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose de très, très réduit comme phénomène. Hein. C'est quelque chose qui a vraiment traversé l'ensemble des formations qu'on accompagne depuis 2018. On s'est inspiré d'un projet qui a été mené par Kyun Kim en 2015 à Fordham University. En fait, Kim a demandé à ses pairs de se prendre en photo pour illustrer les microagressions raciales vécues. On a trouvé très fort cette utilisation de l'image et pour nous en 2018, on est vraiment dans l'émergence et l'aisance des étudiants et étudiantes avec le phénomène selfie. Donc on s'est appuyé là-dessus en espérant que les nôtres allaient s'en saisir. Voilà, donc les exemples qui vont arriver dans un premier temps proviennent de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, un archipel qui est sous tutelle de la France avec le statut politique sui generis. On est dans le Pacifique Sud. Voilà les premiers exemples. C'est dans la lignée de ce que vous disiez, Philippe Blanchet, quand on fait des remarques sur les langues, ce sont les personnes qui les reçoivent. Et les trois remarques ici qui sont illustrées, elle illustre, elle révèle un idéal de la pureté de la langue. Par exemple, ne parle pas en djéou, c'est une des langues kanak, une des 40 langues kanak, tu massacres notre langue. Autre exemple, donc effectivement là, sur le plan sémantique, ce n'est pas une micro-agression, mais micro dans le sens où ça se dit souvent, au point où c'est pas vraiment vu comme étant si mauvais que ça. C'est une blague, c'est quelque chose qui est banalisé, qu'on entend souvent. Deuxième exemple, c'est cool que tu parles bien le français, mais c'est ton accent qui fausse la note. Et en fait, une des particularités des microagressions linguistiques, c'est que quand on est à la réception, on ne sait pas toujours si c'est un compliment ou si c'est une critique. Est-ce qu'on veut nous provoquer ou est-ce qu'on veut juste souligner quelque chose? Et c'est ce flou-là qui laisse souvent la personne dans le doute. Et c'est encore une fois l'accumulation de ces moments de doute qui finit par casser la confiance en soi. Autre exemple ici, do you speak French as French people? Donc ce sont des remarques qui révèlent un idéal de pureté linguistique avec ce fantasme, hein, ce mythe de la langue n'a qu'une seule version, la bonne, et toute autre version, toute autre variété est mauvaise. D'autres exemples ici qui vont révéler la pureté des locuteurs, locutrices de façon plus explicite. Hein. Ça mélange le Marais et l'Ouvéa, donc deux îles de l'archipel, et ça se dit de l'Ifou, troisième île. Donc, comment est-ce que toi, tu peux mélanger deux langues qui viennent de deux îles et te dire d'une autre île? En gros, tu n'es pas authentique, tu n'es pas vrai. Autre remarque d'une étudiante, vécue, hein. Désolée, mais je n'embauche que les vrais Viettes, sous-entendu, les personnes qui parlent vietnamien. Et dernier exemple, quand tu prononces des mots en langue, c'est-à-dire en langue familiale, en langue océanienne, ça se voit que tu es une ratée. Parce que ton accent n'est pas pur. Donc, tu n'es pas pur. Vous voyez à quel point le glissement entre l'idéal de pureté de la langue va rapidement vers cet idéal de pureté de la personne. Des exemples de l'Occitanie pour vous montrer qu'il ne s'agit pas de phénomènes qui sont circonscrits à Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Des exemples qui proviennent donc de l'Université de Toulouse en 2022. Je vous cite un premier étudiant qui nous raconte « Dans une cour de récréation, en présence d'autres élèves, on me demande de répéter le mot « main ». J'ai simplement répété le mot et j'ai remarqué que ma prononciation les faisait rire et sourire. Cet épisode m'a fait réfléchir. À 9 ans, donc là c'est un étudiant en reprise d'études qui a une quarantaine d'années, en 2022. À 9 ans, j'avais entrevu que mieux valait gommer cet accent pour être pris au sérieux. En fait, il avait déménagé et sa façon de prononcer « main » ne correspondait plus à la norme sur place. Autre exemple, tu parles comme une bouseuse.
Et enfin, t'es pas française, toi, t'es arabe. Donc, il faut savoir que l'ensemble des exemples ont été produits par les étudiants suite à la même consigne. Faites-nous part de vécus, des témoignages, de remarques qui vous ont affecté parce que lié à votre manière de parler ou à la langue de votre choix. Et vous voyez que l'association de l'ensemble des étudiants et étudiantes se fait rapidement entre langue et personne. Donc, c'est une association qui est faite par les étudiants et étudiantes, d'où notre insistance sur le fait que faire des remarques sur les langues finissent par atterrir sur le champ humain. Alors, petite question avant d'arriver aux perspectives. Comment est-ce qu'on fait? Que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre formatif, éducatif, comment est-ce qu'on fait puisqu'on sait que ces discriminations, ces microagressions linguistiques sont choses courantes? Une des choses qu'on propose, c'est de médier, c'est d'améliorer les rapports à ces phénomènes, puisqu'on pense que c'est une illusion d'imaginer qu'on peut les éradiquer. Et donc, on va donner quelques exemples ici de médiation, notamment par le street art. C'est ce qu'on a fait avec Fabrice à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, où on a imprimé en format XXL les portraits des étudiants et étudiantes avec leur permission. Et puis, chacun, accompagné d'artistes, pouvait les esthétiser, pouvait les tourner en dérision, pouvait essayer d'apporter quelques marques visuelles. Sur le plan symbolique, c'est une réappropriation de l'image de soi. C'est une réappropriation de son image publique. Sur le plan critique, c'est aussi renvoyer à l'autre son discours et de l'assumer. Et donc ça a eu un effet très fort auprès des étudiants qui se sont légitimés dans leur variété, avec leur accent, avec leur façon de parler, parce qu'en fin de compte, ils se sont rendus compte que tout le monde vivait ces phénomènes de microagression linguistique. Aucune communauté n'était épargnée. Et vous avez ici la preuve, une étudiante de phénotype caucasien qui donne comme exemple le fait d'être microagressée linguistiquement parce qu'elle représente la norme. Donc vous voyez que même lorsqu'on est soi-disant associé à une norme dominante sur le plan linguistique, on peut aussi faire l'objet de ces remarques insidieuses. Autre exemple ici de gestion à travers les arts qui permettent à la fois de dédramatiser et en même temps de médier, de dépasser les phénomènes. Une exposition qu'on a pu proposer aux étudiants de Toulouse, toujours en collaboration avec un artiste, ici photographe, c'était David Siodos. L'idée, c'est de se montrer pour refuser et, comme je le disais, renverser les stigmates. Donc, en fait, les personnes qui devraient se sentir mal, ce ne sont pas les personnes qui reçoivent les remarques, mais celles qui les produisent. Et évidemment, faire preuve d'un levier à partir d'une intelligence collective. Je vais vous montrer maintenant les 3 exemples que j'ai cités uniquement à travers les témoignages discursifs, ce que ça donne avec cette médiation photographique. Vous voyez, je trouve qu'on peut toucher autrement le public en laissant l'image parler à son tour. Et là, les étudiants qui ont travaillé en groupe expliquent à côté. Les photographies traduisent une évolution dans la perception de mon propre accent. La microagression établit une hiérarchie, rendant l'accent toulousain moins légitime que le français standard. Elle fait douter de soi en sous-entendant qu'il y aurait de bonnes versus mauvaises façons de parler. La dernière photographie montre un regard plus apaisé sur cette expérience à l'âge adulte. Elle est assumée, elle est même valorisée. Un accent est la trace d'une langue dans une autre langue. Donc il y a aussi eu un effet de cette démarche pluriartistique sur les personnes elles-mêmes qui ont pu s'approprier le phénomène pour ensuite le dépasser. Tout à l'heure, je vous avais donné la citation « Tu parles comme une bouseuse ». Je pense que quand on regarde l'image qui a été produite, elle est encore plus puissante. Elle nous dit beaucoup plus à travers le visuel qu'à travers le simple discursif. Et j'aime bien la fin, puisque là, il s'agit d'une étudiante future professeure. Et elle nous dit, peut-être sommes-nous utopistes, mais nous avons compris avec ce projet, donc la médiation, la photographie, le rapport différent aux arts, que c'est de notre devoir de promouvoir les valeurs humanistes. Il ne s'agit plus de langue, il
Ce sont des valeurs humanistes, à commencer par la liberté de parler avec sa langue et son accent. Et la dernière citation, vous voyez, et à chaque fois, les étudiants choisissaient leur scénographie. Même si la construction de soi se fait par rapport aux autres, nous devons, indifféremment de nos vécus, nous battre pour savoir qui nous sommes et qui nous voulons être. Ce travail sur soi est primordial. Pour y parvenir, on a commencé par écrire notre propre histoire. C'est le vrai miroir de nos identités. Alors, comme vous voyez, on a affaire à un phénomène qui est à la fois extrêmement fréquent au quotidien, qui touche les personnes sur toutes sortes de types de pratiques linguistiques. Ça peut être simplement la prononciation d'une langue, ça peut être le fait de parler une langue qu'on ne veut pas vous laisser parler pour vous obliger à en parler une autre. Et donc, il y a un travail à faire, comme Elatiana vient de le montrer, pour accompagner les personnes qui vivent, qui subissent et qui sont blessées par ces micro-agressions qui sont des formes de stigmatisation. Et il y a un travail plus général à plus de niveaux qu'on peut essayer de développer dans l'ensemble des pratiques sociales pour développer une prise de conscience que refuser à une personne le droit de parler sa langue, c'est comme lui refuser le droit d'avoir la couleur de sa peau. Et dans les textes de protection des droits, les deux termes sont accolés, on l'oublie souvent. Et faire prendre conscience et essayer de se donner des principes de base. On peut difficilement donner des recettes précises sur quoi faire dans quelle situation, puisque les situations sont multiples et qu'elles se produisent aussi bien au niveau d'une micro-agression, d'une conversation entre étudiants qui sont en train de boire un coup et qui disent quelque chose sur le ton de la plaisanterie, qu'un dispositif juridique pris en charge par un État. Ça peut être aussi puissant que ça aussi. Donc l'idée, c'est d'essayer de se donner un ensemble de principes qui soit une reconfiguration du regard qu'on a sur la diversité linguistique et même sur la pluralité linguistique interne des langues. Et donc, on a listé ici un certain nombre de principes de base dont on pourrait se convaincre comme étant le socle d'une éthique de la relation linguistique, si on veut, qui nous guiderait sur comment nous comporter et comment réagir quand d'autres ne respectent pas ces règles de base de cette éthique. Donc vous voyez un certain nombre ici d'affirmations qui sont d'ailleurs assez contre-intuitives, hein, à commencer par la première, aucune langue ne doit être érigée en barrière. Je ne sais pas vous, mais moi j'entends tout le temps les gens utiliser ce syntagme, la barrière de la langue, comme si c'était une évidence qu'une langue soit une barrière, alors qu'une langue est avant tout un pont et non pas une barrière. Simplement, encore faut-il pouvoir passer ce pont. Mais il n'est pas fait pour être infranchissable, il est fait pour être franchi. Si on se le représente comme infranchissable, évidemment, on va le faire fonctionner comme infranchissable. Donc l'idée qu'il n'y a pas de barrière de la langue, mais qu'il y a des moyens de relation et que c'est à nous de nous emparer de ces moyens de relation pour la créer. Évidemment, ça nécessite un travail, un apprentissage, ça prend du temps, c'est des démarches réciproques, mais c'est possible. Aucune langue ne doit être érigée en handicap. Ça aussi, c'est une formule qui revient très souvent, le handicap linguistique. Moi, très souvent, les journalistes qui m'interviewent sur les questions de glottophobie me disent « Mais oui, mais alors comment faire pour que cet accent, mettons, ne soit pas un handicap ?» Et je reformule toujours en leur disant « Mais l'accent n'est pas un handicap en soi. Il y a des gens qui l'érigent en handicap pour faire une barrière, pour rejeter des personnes qui parlent de cette façon-là. » Et donc l'idée que c'est jamais un handicap. Ça n'est un handicap que parce qu'on le construit comme un handicap pour mettre une personne en situation d'infériorité. Alors, juste pour essayer de se rendre compte du poids de ces deux premiers principes, remplacer le terme langue par identité. Ça donne aucune identité ne doit être érigée en barrière, aucune identité ne doit être érigée en handicap. Maintenant, si on refait la même chose et on remplace le mot identité par personne, aucune personne, aucune communauté ne doit être érigée en barrière. Là, ça nous paraît tellement plus évident. Aucune personne ne doit être érigée en handicap. Oui. Vous voyez? Et si on prend la liste, par exemple, des 26 critères qui, en France, sont interdits par la loi
pour traiter les gens différemment et donc qui constitue une discrimination qui est punie par la loi, et qu'on les met dans ces deux phrases-là, à peu près tout le monde sera d'accord sur la formulation. Si on vous dit aucune couleur de peau, aucune origine, aucune situation socio-économique, aucune religion, etc., la plupart du temps, les gens vont dire, bah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit de traiter les gens différemment. Mais quand on dit aucune langue doit être traitée en barrière ou en handicap, là, les gens sont surpris. Ah bon, la langue aussi? Bah oui, puisque la langue, ça fait partie de la personne, comme ses convictions religieuses, politiques, la couleur de sa peau, son appartenance collective, etc. Alors, juste sur le prochain principe, hein, la bienveillance installe une sécurité linguistique. Dans le cadre éducatif et formatif, cette sécurité linguistique, c'est aussi un synonyme de sécurité académique. Ce n'est pas uniquement la faculté de parler, c'est la faculté d'avoir accès à un monde, accès à des savoirs, accès à l'autre et accès aussi à soi. Donc la sécurité linguistique ici, elle est vraiment à entendre dans un sens plus global, plus corporel, holistique, comme on dit, mais pour montrer que ça impacte directement et complètement le rapport au savoir, le rapport à l'espace académique, dès lors où il y a une sécurité, ou encore s'il y a une insécurité, l'impact sera négatif. Puisque la formulation qu'on a adoptée est justement une réponse à un concept très fréquent chez nous, les sociolinguistes, qui est le concept d'insécurité linguistique. Le fait de mesurer, de ressentir que ce qu'on parle n'est pas conforme à la norme attendue et que donc quand on parle, on risque d'être critiqué, rejeté, stigmatisé, éventuellement discriminé. Et donc, pour remplacer l'insécurité par la sécurité, il faut remplacer au fond ce qui est une forme de malveillance envers les personnes par une forme de bienveillance envers les personnes. Les compétences linguistiques ne sont pas des handicaps, et ça aussi c'est une chose importante à rappeler parce qu'il est très fréquent qu'on considère, par exemple, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'être bilingue ou plurilingue, considèrent que quand quelqu'un, un enfant par exemple, parle deux langues, l'une des deux va être un handicap pour l'appropriation de l'autre. Il est très fréquent qu'on recommande à tort à des parents qui ont une langue familiale qui n'est pas la même que celle de l'école, d'arrêter de parler leur langue et de parler à la maison la langue de l'école. Parce qu'on craint que la langue familiale soit un handicap pour l'apprentissage, l'appropriation de la langue de l'école, alors que toutes les études montrent que c'est faux, et que, au contraire, le fait d'avoir des compétences linguistiques dans une autre langue, ça permet des transferts pour développer des compétences linguistiques dans une langue nouvelle. Mais on pense souvent qu'être compétent dans une langue, ça va vous poser des problèmes pour être compétent dans une autre. Alors, pour s'en convaincre, hein, la plupart de nos travaux sociolinguistiques démontrent qu'à l'inverse, lorsque les langues familiales sont valorisées à l'école, eh bien, la performance dans la langue de l'école va augmenter. Le plurilinguisme est une ressource et une finalité, et le fait de le nommer à la fois comme ressource et comme finalité, c'est donc le fait d'en faire un objet et d'en faire un moyen pour parler en termes pédagogiques. C'est-à-dire que le plurilinguisme n'est pas un problème, le plurilinguisme est une ressource. S'il y a du plurilinguisme dans une classe, on peut s'appuyer sur ce plurilinguisme pour faire fonctionner la classe et développer des activités d'échange, d'interaction et d'apprentissage, y compris d'une autre langue qui est la langue objet de cet enseignement. Mais c'est aussi une finalité, puisque de toute façon, quand on enseigne une langue, on ne fait que rendre les gens plurilingues. On ne fait que les rendre davantage plurilingues s'ils l'étaient déjà. L'objectif de tout enseignement-apprentissage de langue, c'est le développement du plurilinguisme. Et ça, on a aussi tendance à l'oublier parce que parfois, on focalise sur la langue qu'on enseigne, la langue qu'on veut faire apprendre, et on oublie qu'elle ne fait que s'inscrire dans un répertoire linguistique qui est déjà là, parmi et avec d'autres langues que les gens ont déjà et qu'ils vont continuer à avoir. Qu'ils vont de toute façon aussi en partie métisser, parce que les bilingues ne sont pas des doubles monolingues, d'où la question des formes interlinguales dont je parlais tout à l'heure, qu'on reproche aux bilingues, en leur disant qu'ils parlent bien ni la langue A ni la langue B, parce qu'ils parlent la langue A avec un peu de langue B, la langue B avec un peu de langue A. Sauf que, être bilingue, c'est ça. Et on ne peut pas reprocher aux gens d'être bilingues comme ça, puisque c'est ça, être bilingue. Même chose pour les variations internes aux langues. Hein. On focalise souvent,
quand on parle de diversité linguistique, sur le fait qu'il y ait plusieurs langues différentes. Et donc, on fait une équivalence diversité linguistique égale plurilinguisme. Et on oublie que la diversité linguistique, elle est aussi à l'intérieur des langues. Là, on a eu beaucoup d'exemples de gens qui parlent de leur variété d'une même langue, qui en l'occurrence est soit le français, soit une langue kanak, puisqu'on vous en a donné aussi des exemples. Et donc, il ne faut pas négliger, toute langue est faite de différentes variétés qui elles-mêmes sont traversées par de la variation, et que ces variétés, elles font partie du fonctionnement linguistique normal. Et donc, il faut bien les prendre en compte plutôt que d'essayer d'effacer quelque chose ou d'empêcher quelque chose qui est un phénomène normal de fonctionnement linguistique. On peut même en faire un objet d'étude, d'apprentissage, de travail dans la classe. Dans l'enseignement des langues de grande diffusion, comme le français, l'anglais, l'espagnol, pour prendre des exemples que je connais un peu, l'un des problèmes qu'on rencontre, c'est souvent qu'on enseigne uniquement une seule forme de cette langue-là, une seule variété de français ou d'espagnol ou d'anglais, alors que dans le monde, on entend des dizaines de variétés et que c'est comme si on vous enseignait simplement à appuyer sur la pédale de frein quand on vous enseigne à conduire, mais on ne vous apprend pas qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire avec les autres parties de la voiture. Pardon pour cette image si elle vous paraît un peu simpliste. Je te laisse la suivante. Oui, abandonner le mythe du locuteur natif, monolingue, mononormatif. Un des théoriciens de locuteur natif, c'est Noam Chomsky, qui avait défini le locuteur natif comme répondant à plusieurs critères, notamment à être né dans un endroit homogène, complètement homogène, et qui n'est jamais confronté à l'erreur ou au doute linguistique normatif. Et en fait, ce mythe, ce genre de définition, à créer des insécurités par rapport aux personnes qui ne se reconnaissaient pas dans cette description, dans cette définition. Donc nous, on est plutôt pour essayer d'abandonner, de s'affranchir de cet idéal, puisqu'il n'existe pas. On a fait depuis plusieurs années maintenant des explorations avec nos étudiants et étudiantes. On leur demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui correspond à la définition de locuteur natif? Si oui, est-ce que vous pouvez nous le ramener, parce qu'on recherche activement cette personne. Et en fait, quand on échange sur cette base-là, on n'en connaît pas. Ces personnes n'existent pas, tout simplement parce que cette société, ce groupe social qui parlerait de façon homogène, qui ne fait jamais d'erreur, n'existe pas. Qui n'entend jamais d'autres langues. Qui n'entend jamais d'autres langues, effectivement, n'existe pas, monolingue. Donc, ce n'est pas une réalité. Alors, on encourage plutôt d'accepter les complexités, les pluralités, les richesses de la réalité, plutôt que d'essayer d'atteindre un idéal qui n'existe pas, d'une part, et qu'on n'atteindra jamais. On va s'épuiser plutôt que d'essayer de profiter, de se rendre conscience, prendre conscience du capital dont on dispose dans la réalité. En ajoutant une petite chose, c'est que, de fait, personne n'est locuteur natif, puisque quand on est, on ne parle rien, mais on est à même de parler tout. Donc, on ne peut pas être locuteur natif d'une langue, on peut être locuteur d'une langue ou locutrice d'une langue par l'immersion sociale ou par l'apprentissage pédagogisé au cours de sa vie. Donc, de toute façon, l'idée qu'on naîtrait avec une langue et que parce qu'on est né avec cette langue, forcément, on la maîtrise mieux que n'importe quelle autre langue est une idée totalement fausse, puisqu'on ne naît avec aucune langue. Et puis, il y a des gens dont les parcours de vie font que la langue qu'ils ont acquise quand ils étaient au début de leur existence a été remplacée par une autre, éventuellement même elle a été oubliée et remplacée par une autre. Et du coup, le fait qu'ils soient natifs d'une langue qu'ils n'utilisent plus, qu'éventuellement ils ne parlent plus, si tant est qu'ils puissent en être natifs, ça ne signifie rien. Si on a besoin d'employer un enseignant d'une langue, la question n'est pas de savoir s'il l'a apprise quand il était petit ou quand elle était petite, la question est de savoir ce que cette personne est capable de faire avec cette langue et si elle a les compétences professionnelles pour aider les autres à l'apprendre. Ça change considérablement la donne. Le dernier grand principe transversal, se dire que plutôt que de respecter les langues, qui ne le demandent pas parce qu'elles s'en fichent éperdument, étant donné qu'elles ne s'en rendent pas compte, il vaut mieux respecter les personnes, respecter
quand on est en situation d'éducation, d'enseignement, respecter les apprenants, respecter les enseignants aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de témoignages d'enseignants qui eux-mêmes sont en insécurité linguistique, qui ont peur de faire des fautes, qui ne sont pas des locuteurs natifs et qui donc sont toujours suspects de ne pas être au bon niveau linguistique pour être enseignants de langue. Et il ne faut pas oublier aussi cette difficulté-là que rencontrent pas que les enseignants de langue, mais aussi les enseignants de langue. Il n'y a pas que les élèves qui peuvent être mis en difficulté. Donc si déjà on a comme principe respectons les personnes au lieu de respecter la langue, et au lieu d'agresser une personne parce qu'elle aurait parlé une langue comme on ne veut pas, on respecte la personne en travaillant la langue, si tant est qu'il y ait besoin de la travailler parce que c'est nécessaire, ça change complètement le rapport et on passe de l'agression de la personne, on revient aux micro-agressions, à un accompagnement de la personne, ce qui, y compris sur le plan des pratiques pédagogiques, est probablement toujours beaucoup plus positif. En résumé, ce dernier principe de mettre l'accent non pas sur les langues et plutôt les personnes, c'est aussi une manière de voir comment, à travers nos rapports sociaux aux langues, on peut agir sur la paix sociale. Quand on veut à tout prix défendre les langues, on peut agir plutôt vers le conflit, les tensions, les guerres. Et quand on veut défendre les personnes et on veut respecter les personnes, on est plutôt pour une paix sociale. Donc, encore une fois, pour terminer, le lien entre société et langue est un lien qui dépend de nous parce que c'est un lien qui est construit. Et nous, on est plutôt pour effacer la frontière. Dès lors où on parle de langue, on parle de personne, on parle de société. J'ai compris comment ça marche. Voilà. Merci à vous.